Bonjour, bienvenue au cours de sciences. En route pour l'avant-dernier module sur l'évolution. Le dernier sera celui qui est spécifique à l'humain. Nous allons donc passer dans celui-ci en revue la somme des arguments qui permet d'étayer cette théorie de l'évolution. Comme d'habitude, voici mes différentes sources. Quand vous allez consulter des sites sur la théorie de l'évolution, soyez très vigilants. Je vous conseille d'aller visiter d'abord des sites de musées des sciences naturelles, ensuite des sites d'universités reconnus. Alors parfois le mot théorie vous fait un peu tiquer, en pensant que oui, si c'est une théorie, c'est que ce n'est pas sûr, comme une théorie du complot ou que sais-je. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Quand on parle de théorie à propos de l'évolution, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas qu'il y a un doute au sein de la communauté scientifique, parce que tous les arguments, des plus anciens aux plus modernes, vont dans le même sens, et on va les repasser en revue maintenant. Mais c'est bien le fait qu'une théorie n'est pas une chose figée. Donc elle évolue, elle a évolué, elle évolue, on l'a vu avec le néo-darwinisme la dernière fois. Alors cette théorie est la seule qui permet d'expliquer l'unité du monde vivant, ainsi que les parentés entre les organismes. Le premier argument est l'argument anatomique. L'argument anatomique nous révèle que quand on observe l'anatomie de différents, mais complètement différents animaux, on retrouve des choses semblables. Voilà un numérus, puis un radius et un cubitus. Un numérus est toujours articulé avec un radius et un cubitus, même si les formes sont différentes dans l'aile d'une chauve-souris, la nageoire d'une baleine, une patte de cochon, d'otarie ou le membre antérieur de l'homme. On voit bien un os articulé avec deux os. Pour connaître les degrés de parenté de plusieurs organismes, les scientifiques vont comparer leurs formes et pour cela, étudier les caractères homologues, c'est-à-dire les structures similaires. Ces similitudes constituent alors des hypothèses de base. Regardez ici le schéma de 4 vertébrés. Donc vertébrés, c'est ceux qui ont des os, des vertèbres, hein, d'accord? Et on est sur les membres antérieurs, donc sur les bras. Donc on a une grenouille en haut à gauche, un poisson en haut à droite, une chauve-souris en bas à gauche et un homme en bas à droite. On est même dans des groupes complètement différents, hein, puisqu'on a un amphibien, un poisson, deux mammifères différents. D'accord? Eh bien, regardez les os. Vous voyez, en rose clair, on a la ceinture scapulaire, elle existe chez chacun. Et sur celle-ci est fixé un numérus. Ils ont tous un numérus. Vous allez me dire, oui, mais le poisson, non, le poisson aussi. Vous voyez là, on voit qu'il y a cet numérus. Et puis sur l'humérus est fixé deux os, radius cubitus. Eh bien, à chaque fois, il y a un radius cubitus. Vous allez me dire, oui, mais la chauve-souris, on ne le voit pas beaucoup. Oui, on ne le voit pas beaucoup, mais il est là. D'accord? Et puis, au bout de ces os sont fixés les métacarpes et les carpes. Et puis, enfin, les phalanges des doigts. Donc, ceci nous informe qu'il y a quelque chose en commun entre tous ces individus. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus différents? Pas parce qu'ils n'ont pas évolué dans les mêmes conditions. D'accord? Et donc, en fonction du milieu dans lequel ils se sont trouvés, ceux qui avaient des mutations les plus adaptées ont survécu. Et petit à petit, de mutation en mutation, on a eu une évolution. Mais on peut repérer qu'il y a bien quelque chose en commun. D'accord? Donc, la ressemblance entre ces membres est due à une origine commune. Le deuxième argument que nous allons pouvoir utiliser en faveur de cette théorie de l'évolution, c'est l'argument paléontologique. La paléontologie montre que les organismes anciens présentent entre eux des structures semblables, plus ou moins marquées. Et donc, elle permet de classer, la plupart du temps, en tout cas ces organismes anciens, comme on fait avec les nouveaux. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque aussi que les différentes espèces ne sont pas apparues à la même époque. Vous voyez bien sur ce graphique, on a des espèces avec des noms vernaculaires, mais peu importe, des espèces en haut et verticalement, on a une ligne du temps.
d'accord? Inversé, hein, le Cambrien est tout en dessous. Donc, les différentes espèces ne sont pas apparues en même temps. Et je vous ai mis une grosse flèche bleue pour en face des dinosaures. Vous voyez, il y a des individus, certaines espèces qui sont apparues au cours du temps et puis qui ne vivent plus aujourd'hui. D'accord? Il n'y a plus un seul représentant de dinosaures à la surface de la Terre. D'accord? Alors, on voit aussi qu'on peut avoir une évolution du nombre d'espèces. Regardez, si vous prenez le Dévonien, vous voyez à gauche, là, hein, sur l'échelle, le Dévonien et le Néogène. Eh bien, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'espèces qui apparaissent, parce que si vous êtes au moment de l'Ordovicien, là, vous en avez qu'une. D'accord? Alors, tous les êtres ayant vécu sur Terre au cours du temps géologique ne sont pas encore connus. Parce que vous vous rappelez du processus de fossilisation. Il est complexe, il est aléatoire, ça veut dire il y a un peu du hasard dedans. Donc, certaines espèces n'ont pas réussi à se transformer en fossiles. Toutes les couches géologiques dans lesquelles ces fossiles pourraient, dans le meilleur des cas, être emprisonnés ne sont pas étudiés pour l'instant. On fait d'énormes découvertes en Chine. Il y a des endroits où tous les jours on trouve vraiment de nouvelles espèces, notamment chez les dinosaures. Il y a vraiment encore beaucoup de choses qui peuvent venir, continuer et apparaître. Alors j'aime beaucoup l'argument biogéographique parce que vous allez voir, en fait il vient dans l'autre sens. Donc ici l'argument biogéographique est le fait que l'on retrouve, regardez ce schéma, que l'on retrouve des fossiles qui ont plus de 250 millions d'années, c'est important. On peut les retrouver sur différents continents, mais comme si les continents se touchaient. Vous voyez l'Amérique du Sud et l'Afrique, eh bien, on va retrouver, vous voyez, ces espèces de crocodiles, on les retrouve uniquement dans ces deux endroits, comme si avant ça ne faisait qu'un. Eh bien, en fait, c'est un des arguments pour expliquer la dérive des continents. Je vous ai mis une petite vidéo qui suit. On sait qu'au départ, on avait un continent unique qu'on a appelé la Pangée. C'était il y a quelque chose comme 250 millions d'années. Progressivement, ce continent s'est fracturé en deux. Est né un océan entre les deux qu'on appelle la Thétis, entre deux continents, un qui était au sud, qui s'appelait Gondwana, et un plus au nord qui s'appelait l'Eurasia, qui nous portait, nous, ici, en Europe. Et puis petit à petit, ces deux continents se sont séparés, puis les deux blocs continentaux eux-mêmes se sont divisés en plus petits continents, et on est arrivé à l'image qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, tous ces continents continuent à se déplacer. On observe ça avec des mesures par satellite qu'on sait très bien faire, notamment avec le système américain GPS. Donc on connaît chaque déplacement de chaque point où on a une mesure. Et donc on sait que les continents continuent à se déplacer. L'océan Atlantique s'ouvre, on est en train de se séparer des Amériques, globalement, nous qui sommes en Eurasie ou l'Afrique, à quelques centimètres par an. C'est ce qu'on appelle une dorsale lente, c'est-à-dire que l'expansion est de 1 ou 2 centimètres par an. Donc dans cette partie-là, les deux groupes de continents s'écartent. L'Afrique a tendance à converger vers l'Eurasie. L'océan Pacifique doit être en très très légère fermeture. Et donc c'est un phénomène qu'on pourrait extrapoler en supposant que les vitesses qu'on mesure actuellement restent constantes pendant des millions d'années, et on peut voir vers quoi on converge, et peut-être qu'on reconverge vers un continent unique. Donc, c'est bien la présence sur les deux continents de fossiles d'un même animal d'eau douce qui a convaincu les scientifiques du déplacement des continents. Alors, la dérive des continents modifie
la localisation des écosystèmes. Vous voyez, puisque les écosystèmes, le continent se déplace d'une zone chaude, par exemple, il va monter à une zone froide. Donc, le climat change, les êtres vivants vont donc forcément s'adapter, mais ils sont maintenant séparés, chacun sur des continents différents. Les conditions de vie deviennent différentes. D'accord? Si les conditions de vie sont différentes, les mutations qui vont être adaptées à la situation seront différentes. Et donc, on va avoir une évolution d'animaux différents sur les continents. Il y a l'argument embryologique. Pourquoi? Parce que regardez différents stades d'évolution de l'embryon. Si on prend un poisson qui s'appelle une roussette, une tortue et une poule et l'homme. La salamandre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une espèce de lézard, d'accord? Prenons ces 5 êtres vivants. On est bien d'accord qu'ils sont tous différents. L'homme, le poisson, c'est pas tout à fait la même chose. La poule, l'homme, c'est pas tout à fait la même chose. Ok? Eh bien, regardons. Ils sont tous passés par un stade d'œuf. Oui, l'humain est également passé par un stade d'œuf au moment de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. Ça forme un œuf. Ensuite, regardez les schémas de l'embryon. Tout au début, eh bien, ils sont tous identiques. Et puis, alors, au moment où on a le fœtus, c'est-à-dire où on va avoir un être vivant qui est déjà plus différencié avec un système nerveux et ce genre de choses, alors on a des différences. Mais tout au début, les premières étapes de division cellulaire passent par le même stade. Le 5e argument est un argument biochimique, argument qui va de nouveau nous prouver que nous ne sommes pas si différents les uns des autres. On prend ici la table comparative des séquences partielles d'acides aminés de la myoglobine chez divers vertébrés. La myoglobine, c'est une protéine qui ressemble à l'hémoglobine, hein, celle qui est rouge dans le sang, et qui est capable de transporter l'oxygène, mais au niveau des muscles maintenant. Donc elle est présente chez de nombreux animaux, évidemment. Bon, comme toutes ces protéines, elles se constituent d'une suite d'acides aminés. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on remarque que le nombre de différences est très faible entre un manchot et une tortue, entre une tortue et un kangourou. Vous voyez? Et en fait, ça confirme qu'on a un ancêtre commun pour ces 3 espèces, manchot, tortue, kangourou. Le nombre de différences le plus faible est observé entre le manchot et le kangourou. Ces 2 espèces ont un degré de parenté plus élevé et donc un ancêtre commun plus proche dans le temps. Bien, comment maintenant pourrait-on expliquer ces différences? Eh bien, on pourrait les expliquer par le fait qu'une même molécule est à l'origine. Et puis, cette molécule aurait subi des mutations génétiques. D'accord?